passe la parole à Sandrine Besson. Sandrine, vous êtes responsable du service rural du CRIDON de Lyon. Vous êtes l'une des meilleures spécialistes de droit fiscal appliqué aux enjeux, aux questions agricoles. Nous avons le plaisir donc de vous confier la lourde tâche d'évoquer le CE2 et le droit fiscal, et tout en essayant de nous rendre le droit fiscal, j'allais dire, non pas glamour, mais en tout cas... intelligible. Intelligible, tout à fait. Bon courage. Merci beaucoup, Jean-Baptiste. Alors, la fiscalité, comment ne pas en parler dans un sujet comme celui-ci? C'est un formidable levier pour orienter les comportements, qu'elles soient incitatives ou punitives. Elle est parfois l'objet même de la mesure. La création de taxes sur les émissions de carbone et des combustibles d'une fiscalité environnementale punitive. Les crédits d'impôt, les réductions d'impôts, les exonérations ne manquent pas non plus pour illustrer la fiscalité environnementale incitative. La loi de finances pour 2021, d'ailleurs, comprend elle-même son lot de crédits d'impôt pour encourager une agriculture vertueuse au plan de l'environnement. Dans le cas du label bas carbone, comme de manière générale d'ailleurs pour les paiements pour services environnementaux, la fiscalité n'est pas du tout au centre du dispositif. Elle est complètement passée sous silence d'ailleurs et reléguée au rang de simples conséquences. Ce nouvel outil économique, qu'est le label bas carbone et les crédits carbone qui vont avec, doit être passé à la loupe de manière à saisir les flux qu'il génère et les valeurs qu'il engendre pour l'exploitation qui voit son projet labellisé, et les conséquences fiscales en découleront. L'émergence de cette notion de services environnementaux, dont fait partie le stockage de carbone, a pourtant créé un véritable changement de paradigme. Il ne s'agit plus de compenser le manque à gagner des exploitants qui adoptent des pratiques culturales ou d'élevage plus respectueuses de l'environnement, mais de les rémunérer pour ces pratiques qui vont permettre aux écosystèmes de jouer leur rôle. Certaines de leurs pratiques, qui étaient généralement considérées d'un point de vue économique comme de simples externalités positives pour lesquelles on ne paie pas pour en bénéficier, intègrent aujourd'hui le système économique. Alors, véritable révolution, diront certains, simple tour de passe-passe, diront d'autres. Reste à voir comment notre droit fiscal va se saisir de ce phénomène. On ne peut que constater aujourd'hui, et je l'ai constaté en préparant cette intervention, que les textes et la doctrine administrative fiscale sont totalement muets sur le sujet. Quoi qu'il en soit, la fiscalité déteste le vide. Donc, nul doute qu'elle va à minima s'intéresser à ce sujet sous l'angle des impôts directs et de la TVA, sur ces deux sujets-là à minima, avec le pragmatisme qu'on lui connaît pour saisir toutes ces situations diverses. Alors, va-t-elle discerner dans ces sommes perçues par un exploitant au titre des tonnes de CO2 qu'il aura permis de stocker ou dont il aura évité l'émission, la rémunération d'une véritable prestation de service, c'est ce que je vais aborder dans un premier temps, ne pourrait-elle pas, dans certains cas tout au moins, considérer que ces sommes sont des revenus de la propriété, tout simplement? On s'interrogera dans un second temps sur ce point. Pourrait-elle voir dans les contrats qui seront signés par les agriculteurs une cession de droits incorporels? Et là, mes quelques propos feront écho à l'intervention de Benjamin Travely ce matin. Ou, enfin, s'en tiendra-t-elle à une qualification de subvention ou d'aide? Alors, sous l'angle purement fiscal, les enjeux de ces questions, si on va à l'essentiel, vont être notamment la taxation des sommes perçues à la TVA, ça va être un vrai sujet, et la possibilité ou non d'étaler ces impositions sur plusieurs exercices. Alors, nous allons essayer d'imaginer, d'explorer les pistes. Il n'est pas question ici d'asséner des vérités que personne n'a pour le moment, pour savoir à quelle sauce fiscale celui dont le projet labellisé bas carbone a été retenu va être mangé. Donc, le premier point, la rémunération d'une prestation de service. Les sommes perçues pourraient bien être vues effectivement comme la rémunération d'une véritable activité. Cette activité consisterait dans une prestation d'une nature particulière, de stockage ou de non-émission de carbone.
Ne parle-t-on pas de paiement pour services environnementaux? Dans cette logique, il s'agirait donc d'un revenu d'activité. Mais c'est là que commencent les difficultés pour le juriste fiscaliste. S'agit-il d'une activité agricole? Cette nouvelle activité donnera-t-elle lieu à une imposition des sommes perçues en bénéfices agricoles? Alors, il faut bien avoir conscience que le droit fiscal ne définit pas l'activité agricole, mais uniquement les bénéfices de l'exploitation agricole. Au terme de l'article 63 du Code général des impôts, ils sont considérés comme bénéfices de l'exploitation agricole pour l'application de l'impôt sur le revenu les revenus que l'exploitation de biens ruraux procure, soit aux fermiers, soit aux métayers, soit aux propriétaires exploitants eux-mêmes. Alors sont venus s'y ajouter les revenus provenant de la production forestière, et au fil du temps, on y a également ajouté, sous forme un peu de millefeuille juridique, les revenus qui proviennent de la vente de biomasse ou encore de la production d'énergie majoritairement issue de produits de l'exploitation. Alors, les paiements pour services environnementaux, de manière générale, entrent-ils dans cette définition? Cela pourrait se défendre, après tout, à mon avis. Les sommes perçues à ce titre sont bien des revenus qu'une exploitation, alors une exploitation plus vertueuse, plus respectueuse de l'environnement, va procurer à un agriculteur. Lorsque l'on regarde de plus près, d'ailleurs, les méthodes qui sont validées et auxquelles doivent se conformer les projets labellisés, on s'aperçoit qu'elles consistent essentiellement dans des changements de pratiques culturelles ou d'élevage. Des actions sur la gestion et l'alimentation des troupeaux, une meilleure rotation des cultures. La qualification d'activité civile agricole, parce qu'ayant pour support l'exploitation, et fiscale de bénéfices agricoles, parce que n'étant rien d'autre finalement que des revenus que procure une meilleure exploitation des biens ruraux, serait donc tout à fait défendable. Mais si à l'inverse, l'administration fiscale devait y voir la rémunération d'une prestation de service de nature commerciale, voire non commerciale, étant rappelé d'ailleurs que la catégorie des BNC, des bénéfices non commerciaux au plan fiscal, est une catégorie fourre-tout, pour ce qui ne rentre pas dans une autre. Donc l'administration fiscale pourrait très bien voir ici une prestation de nature commerciale ou non commerciale en mettant en avant l'idée d'un service rendu à un tiers. Il pourrait s'en suivre ici des conséquences en chaîne pour les exploitants qui relèveraient des bénéfices agricoles, puisque la réalisation d'activités commerciales ou non commerciales accessoires, pour celui qui relève des bénéfices agricoles et qui est au régime réel, génère en principe une double imposition. Une imposition en bénéfices agricoles d'une part et en bénéfices industriels et commerciaux ou non commerciaux d'autre part. Alors, il existe une possibilité de rattacher aux bénéfices agricoles les bénéfices accessoires des activités commerciales et non commerciales, dès lors qu'ils ne dépassent pas ni 50% des recettes agricoles, ni 100 000 €, donc on a un plafond. Mais on voit déjà se dessiner ici un premier problème, puisque le prix de la tonne de carbone, on l'a suffisamment dit jusqu'à présent, n'est pas réglementé par le label bas carbone. Et comment avoir une visibilité sur les revenus que procurera à l'avenir le stockage de carbone et plus généralement les paiements pour services environnementaux? Rappelons au passage qu'une société civile agricole qui viendrait à dépasser ces seuils dont je viens de parler pour rattacher aux bénéfices agricoles basculerait automatiquement à l'impôt sur les sociétés à un moment qui pourrait être tout à fait inopportun. C'est une conséquence non négligeable. Et il faut aussi rappeler que la réalisation d'activités commerciales dans une société civile n'est pas permise par son objet. Et là encore, on pourrait imaginer des conséquences en chaîne, sans compter celles qui pourraient s'appliquer à un GAEC qui pourrait perdre son agrément, par exemple. Alors, sous l'angle de la TVA, et c'est là un sujet capital à mon avis sur ce point-là, la qualification de prestation de service pourrait amener l'administration fiscale à considérer que les sommes perçues doivent supporter de la TVA si cette prestation est effectuée à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. C'est la définition pour la TVA. L'absence de facturation de TVA par l'exploitant assujetti pourrait donc engendrer un risque fiscal, un risque de redressement à hauteur de la TVA non collectée, avec des intérêts de retard, voire des pénalités. Et on peut imaginer, si le co-contractant de l'exploitant se voyait facturer tardivement de la TVA, ce qui est toujours possible, que cela va changer l'économie du contrat, bien entendu. Alors, un élément me gêne en tout cas,
pour retenir de manière certaine cette qualification de prestation de service au sens fiscal, c'est le fait qu'ici, il ne s'agit pas de rendre service au co-contractant financeur, en tout cas pas à lui seul, mais à la société tout entière, en fait. Or, en matière de TVA, il est nécessaire de caractériser un lien direct avec une prestation rendue ou une livraison de biens, et la prestation doit être individualisée. Donc là, ça peut être un premier sujet fiscal. Je voulais simplement signaler que dans une foire aux questions qui a été mise en ligne le 3 juillet 2020 par le ministère de la Transition écologique, qui traite du dispositif des paiements pour services environnementaux porté par le ministère et les agences de l'eau, dans le cadre de la mesure 24 du plan biodiversité, la question justement de la qualification comptable est abordée dans cette foire aux questions. Et à la question: pour la comptabilité de l'agriculteur, les PSE sont-ils considérés, les paiements pour services environnementaux, pardon, sont-ils considérés comme une subvention ou une prestation? Pas même ligne comptable, ni même conséquences fiscales notamment. Le ministre répond: le paiement pour services environnementaux est une aide issue des budgets des agences de l'eau. L'aide est donc à enregistrer comptablement comme une subvention. Une prestation n'aurait d'ailleurs pas nécessité une notification du dispositif auprès de la Commission européenne. Alors cette position, elle n'est toutefois pas prise par le ministre du Budget et elle vise un cas de financement sur des fonds publics, donc il faut rester prudent. Le financement par un tiers d'un projet labellisé bas carbone va forcément donner lieu à l'établissement d'un contrat entre le porteur de projet et le tiers investisseur. On l'a vu ce matin. Et cet après-midi aussi d'ailleurs. Le caractère contractuel du financement pourrait faire pencher les services fiscaux du côté de la rémunération d'une prestation de service. D'autant que la participation financière sera certainement subordonnée à des engagements précis de l'exploitant, ce qui ferait ressortir le caractère synalagmatique des engagements des parties. Et ce sentiment serait renforcé dans l'hypothèse où le versement des sommes par le tiers financeur serait conditionné à l'exécution des obligations souscrites par l'agriculteur. Alors maintenant, est-ce qu'il pourrait s'agir de revenus de la propriété? Pourquoi pas? On peut effectivement s'interroger. Imaginons qu'un agriculteur ait pris des engagements de ne pas faire. Est-ce que ces sommes perçues pour, par exemple, ne pas couper des haies, pourraient être vues comme des simples revenus de la propriété et donc imposés en revenus fonciers? C'est une piste qui paraît possible, effectivement. Je vais accélérer un petit peu parce qu'on me fait savoir que effectivement le temps passe malheureusement. Je voulais également aborder la question de la possibilité de savoir si l'administration fiscale pourrait avoir une approche de cession de biens meubles incorporels. Alors, je ne vais pas m'appesantir sur cette possibilité parce que je crois que Benjamin Travely, ce matin, a très bien démontré qu'il existait un obstacle aujourd'hui dans les textes, et notamment dans l'arrêté de 2018, pour considérer que le porteur de projet cède véritablement des crédits carbone, puisque ces crédits carbone, quand un financement extérieur existe, sont inscrits d'emblée directement au nom du financeur. Donc là, l'idée d'une cession de droits de crédit carbone entre l'agriculteur et le financeur paraît difficilement soutenable. Et puis, j'en terminerai avec la notion de subvention ou d'aide. Est-ce que tout simplement l'administration fiscale pourrait rester sur une approche classique finalement, envisageant la perception de ces sommes comme des subventions ou des aides versées par des tiers, personnes publiques ou privées, pour mettre en œuvre des mesures favorables à l'environnement? Alors l'enjeu ici, l'enjeu fiscal en tout cas, pourrait être l'étalement ou non de ces sommes. Est-ce qu'elle serait imposée sur l'exercice de perception de la subvention ou est-ce qu'elle pourrait être étalée dans le temps selon qu'elle financerait par exemple l'acquisition d'une immobilisation? Elle pourrait être étalée sur la durée d'amortissement de l'immobilisation ou si elle ne finance pas l'acquisition d'une immobilisation, être étalée dans la mesure où il s'agirait de subventions d'équipement sur une durée de 10 ans. Donc là aussi, ça pourra être un sujet fiscal, puisque cette qualification n'est pas inenvisageable. Et d'ailleurs, c'était celle qui était retenue dans la foire aux questions par le ministère de la Transition écologique. Donc, je passe assez vite.
En conclusion, il faut souligner que ces financements des projets labellisés bas carbone donneront lieu à la rédaction d'un contrat entre le porteur de projet et l'investisseur. Il est fort probable, et ça j'en suis vraiment convaincue, et je pense que si on devait retenir quelque chose de mon propos, ça ne pourrait être que ça, que la manière dont le contrat va être rédigé va être capitale. Les termes utilisés vont asseoir probablement le raisonnement de l'administration fiscale pour se tourner vers telle ou telle manière d'imposer finalement. C'est ce que j'appelais en introduction le pragmatisme de l'administration fiscale. Et donc ici, les professionnels du droit vont prendre toute leur place. Alors, il serait souhaitable, et je vais en terminer sur ces mots, que la fiscalité se saisisse de cette nouvelle source de revenus pour les agriculteurs, que sont les paiements pour services environnementaux. Une harmonisation de la définition de l'activité agricole, et Hubert Boss-Platière l'a souligné dans ses propos introductifs, c'est très important, entre le code rural et le code général des impôts. Serait tout à fait souhaitable. C'était d'ailleurs le vœu qu'émettait le 114e congrès des notaires. Donc ce serait déjà un premier pas pour éclaircir l'approche de ces nouveaux paiements pour services environnementaux, harmoniser ces règles civiles et fiscales. Et on pourrait imaginer qu'une fiscalité incitative vienne également encourager les exploitants à s'engager dans cette voie. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci Sandrine. Merci beaucoup pour cet exposé qui tu as entendu élargir à pas seulement la problématique du CO2 vert, en tout cas de la captation carbone, mais également au PSE, parce que de toute façon, il y a effectivement des ponts entre l'approche purement PSE et l'approche captation carbone. Alors, pour enrichir le débat, j'ai pu regarder un webinaire organisé par I4C, notamment par Claudine Fouchereau, qui sera sur la table ronde tout à l'heure. On pourra lui reposer la question. Mais selon elle, les sommes en fait versées seraient soumises à TVA. C'est la position qui était mise. Et également, les sommes versées par donc, le financeur ne seraient pas éligibles à la défiscalisation dans le cadre du mécénat. C'était les deux informations données, j'allais dire, dans ce webinaire qui était à destination des financeurs. Bon. Donc, le débat est ouvert, on pourra éventuellement l'évoquer avec Claudine Fouchereau qui reviendra justement sur cette problématique dans la table ronde donc, du financement. Donc merci encore pour ton intervention.